Il est paysan bio installé à Éply, c'est en Meurthe-et-Moselle, à l'est de Pont-à-Mousson, en polyculture élevage. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Michel François, bonjour. Bonjour Eric. Michel François, une ferme en polyculture élevage, ça veut dire quoi ? C'est une ferme qui cumule à la fois l'élevage, alors soit laitier ou vache allaitante ou d'autres types d'élevage, et puis de la culture de céréales ou de légumineuses, de protéagineux, des choses comme ça. C'est une ferme, on va dire, typique en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que c'est le modèle dominant ? Clairement, oui. On est vraiment sur une région de polyculture élevage, mais qui évolue et qui a tendance à évoluer vers un peu moins d'élevage et un petit peu plus de culture. Alors, aujourd'hui, la majorité de la population est citadine. Alors, vache, ça va, on comprend à peu près. Vache allaitante, Michel François, ça veut dire quoi ? Alors, vache allaitante, contrairement à ce que les gens pensent, on ne traite pas ces vaches-là. Et en fait, les vaches élèvent leurs veaux jusqu'à ce qu'on les sèvre à 9 mois. Donc, le veau tète sa mère, quoi. Donc en fait, vous élevez à la fois des vaches et des veaux. Voilà, c'est ça. Alors on est ici dans votre bâtiment agricole à Éply, des vaches encore beaucoup moins que j'imagine en période hivernale. Ça veut dire qu'elles sont déjà sorties là, elles profitent déjà du printemps, Michel François ? Oui, alors on en a profité parce qu'on essaye toujours de les sortir des jours où il fait beau pour qu'elles s'acclimatent, qu'il y ait une transition assez sympathique pour elles. Progressif. Et donc jusque maintenant, j'ai réussi à en sortir à peu près la moitié. Donc certainement demain, je sortirai encore un quart des animaux puisqu'ils annoncent du beau temps jusque dimanche. Voilà. Bon, après, une fois qu'elles sont dehors, qu'elles ont été 2 jours dehors, qu'il fait beau, s'il pleut un petit peu, c'est pas très grave. Ce sont quelles races qu'on le voilà. Et puis alors je vois que certaines ont des cornes. Les enfants dessinent toujours encore des vaches avec des cornes, et puis d'autres n'en ont plus des cornes. J'imagine que ça tombe pas tout seul, ça, Michel François. Non, pas du tout. Alors celles que vous voyez sans cornes, c'est les plus anciennes, et celles qui sont avec cornes, c'est les vaches les moins âgées. En fait, c'est un choix que j'ai fait parce que c'est vraiment quelque chose qui me peinait d'écorner. J'avais vraiment l'impression de faire du mal à l'animal, et puis en plus de ça, l'idée c'était de se dire l'animal il est né avec les cornes, et pourquoi on lui enlève, quoi. C'est vraiment que ça sert à quelque chose. Est-ce qu'on sait à quoi servent les cornes ? J'aime à penser que elles ont un intérêt énergétique, voilà. Et puis bon, c'est après des antennes d'énergie. Voilà, j'aime à penser ça. Ensuite, elles ont une fonction aussi de. Je pense que ça doit jouer quand même dans la hiérarchie pour les animaux. Certaines savent très bien s'en servir. Alors, vous m'avez pas dit la race. La race, c'est la race Limousine. Donc c'est une race qui est originaire plutôt du centre de la France. C'est une race plutôt rustique, avec des bonnes capacités de vélage. Évidemment, entre l'origine de la vache, qui était une petite vache, la vache Limousine, et puis ce qu'elle est devenue maintenant avec la sélection génétique, c'est devenu des bêtes avec des plus gros formats, avec plus de besoins et peut-être un peu moins de rusticité. Mais dans ma façon de gérer les choses, je n'ai pas forcément cherché à agrandir les formats, et j'essaye d'entretenir un format de race qui soit le plus rustique possible, et on a le moins d'intervention possible à faire. Combien de vaches aujourd'hui ? Quelle est la superficie, non, mais l'état de votre troupeau, Michel François ? Il y a une 50aine de mères allaitantes, plus la suite, donc les genisses. Donc il y a une 30aine de genisses derrière, deux taureaux. Les génisses sont les vaches qui ne sont pas encore mamans. Qui ne sont pas encore mamans. Voilà, c'est ça. Donc une 50aine et une 30aine de veaux. Une 30aine de genisses, plus ensuite donc les veaux, les vaches, une fois qu'elles ont fait veau, on a une 50aine de veaux, plus 2 taureaux. Alors vous disiez que vous ne cherchez pas forcément le gros format, pour autant c'est quand même au poids qu'on vous achète vos bêtes. Est-ce que c'est pas dans votre intérêt de rechercher précisément des vaches bien lourdes, bien grasses ?
On pourrait le penser de prime abord, mais des bêtes qui sont très grosses, qui ont des formats relativement importants, posent aussi un certain nombre de problèmes. C'est souvent des vaches plus fragiles, donc qui peuvent poser plus de problèmes au vélage et plus de problèmes sanitaires derrière, quoi. Donc l'argent aussi des frais vétérinaires. Voilà, donc l'argent qu'on va éventuellement gagner, on peut aussi le reperdre très facilement ailleurs, quoi. Alors, on n'a pas parlé encore de votre aspect bio. Est-ce que ça fait partie d'une réflexion que l'on retrouve précisément dans l'agriculture biologique? C'est-à-dire cette espèce de balance entre eh bien, ce que me coûte la production et puis finalement ce que ça me produit. Oui. On n'est pas simplement sur la quantité. Ah non, pas du tout. Non. L'important, c'est pas la quantité qu'on a produit, c'est ce qui reste à la fin, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Si on prend un raisonnement purement économique sans parler d'environnement, oui, l'important, c'est ce qui reste à la fin. Après, on peut se gargariser en disant ma vache a fait 500 kilos ou j'ai fait 90 quintaux dans mon blé, mais des gens qui font que 60 quintaux dans le blé gagnent des fois plus d'argent que ceux qui en font 90, et voilà, même souvent d'ailleurs. Ça, c'est la leçon de marge. Alors, ce bâtiment-là, Michel François, tout en bois, plutôt sympa, aéré, avec une vue à l'extérieur. Elles sont bien là, hein, quand même, vos vaches. Ah oui, elles sont bien. C'est un bâtiment qui est assez, que je trouve confortable, assez simple à utiliser, clarteux, bien aéré. Je pense que les bêtes s'y sentent bien, puisque depuis que je l'ai construit en 2003, c'est un bâtiment dans lequel tout s'est tout de suite bien passé, quoi. Voilà. Et j'ai vraiment très peu d'interventions. Bon, ça arrive quand même, on peut avoir quelques petits problèmes sur les animaux, mais pas des problèmes classiques qu'on peut rencontrer dans des élevages différents où les animaux sont peut-être un petit peu plus serrés. Moi, les problèmes pulmonaires et les problèmes de chiasse sur veau, je connais pas. Après, il arrive toujours des petits problèmes de vélage, petites bricoles comme ça, mais ça reste assez rare. Et puis aussi une dimension très très fonctionnelle qui n'a plus rien à voir avec la ferme de mon grand-père où voilà, les bâtiments étaient quand même assez exsangues, c'était un peu compliqué. Là, on voit que ça a été réfléchi, pensé, on rentre d'un côté, on sort de l'autre, les vaches sont un peu en contrebas par rapport à l'espace où vous distribuez le foin. Tout ça, ça a été réfléchi dès le départ, j'imagine. Oui, ça a été réfléchi dès le départ. Il y avait des contraintes réglementaires qui nous obligent à avoir 2 mois de stockage en bâtiment. Sinon, il fallait reconstruire un espace de stockage à l'extérieur. Donc, c'était des frais supplémentaires. Je n'avais pas forcément envie de le faire. Donc, j'ai réfléchi à ce que les vaches montent sur une marche. Donc, ce qui permettait un espace de stockage plus important. En plus de ça, elles sont toujours au même niveau pour manger. Elles n'ont pas les pattes dans la merde. J'ai pas de raclage, j'ai pas de choses comme ça. C'est tout du fumier de litière accumulé. Oui, on voit qu'elles sont très bien là. Elles sont secs dans de la paille. Voilà, c'est ça. En ce qui me concerne, je pense avoir fait les bons choix pour mes préoccupations à moi et puis les préoccupations de mes animaux. Alors, paysan bio, aujourd'hui dans l'élevage, Michel François, ça veut dire quoi? Si je viens comme ça aujourd'hui dans votre ferme, évidemment ça n'a rien à voir, on y reviendra sans doute plus tard avec des élevages industriels. Aujourd'hui, j'arrive dans votre ferme, qu'est-ce qui me laisse à penser que c'est un élevage bio? Peut-être pas grand-chose, je ne sais pas. Après, pas dans l'apparence. Non, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de fermes qui ne sont pas forcément bio, mais qui travaillent aussi de manière très intelligente et certainement de la même manière que moi, mais qui n'ont pas forcément fait le choix de l'agriculture biologique. Je dirais, à la limite, il n'y a pas grand-chose comme ça, de prime abord, qui permet de savoir que c'est un élevage bio, quoi. Alors, si on ne le voit pas, en quoi ça consiste précisément cette dimension bio? J'ai une limousine qui me regarde droit dans les yeux, là. Elle est cornée, hein. On va rester bien de l'autre côté de la barrière. Mais elle est sympathique. J'ai des vaches très sympathiques, en fait, qui elles ne bougent pas. Elles sont même des fois un peu pénibles quand je vais étaler la paille dans le bâtiment. Il faut leur mettre une petite tape sur le cul pour qu'elles bougent. Elles ont quand même pas tout un nom. Pardon? Là, elle a compris qu'on parlait d'elle. Oui, certainement. Elles n'ont quand même pas tout un nom. Si, elles ont tout un nom. Non. Si. Combien au total de vaches? Il y a 50 vaches. Mais malheureusement, je ne les connais pas forcément toutes. D'accord. On connaît souvent celles qui nous... On connaît plus celles qui nous marquent. Voilà, celles les gentilles ou les très méchantes? Les gentilles, les très méchantes ou celles qui ont un comportement un peu particulier des fois. Voilà. C'est quoi les comportements particuliers? Ça peut être très câline, où elles viennent se mettre systématiquement devant la botte de paille quand vous la poussez pour pailler, pour se faire câliner, ou certaines qui vont être très protectrices par rapport à leur petit veau. Enfin voilà, c'est ce genre de comportement. Alors, une ferme, on va dire... normal, en tout cas dans son apparence, le bio ou la bio, Michel François, ici, ça consiste en quoi? C'est d'essayer de produire ce que l'on peut sur la ferme avec ce que l'on a. C'est être un maximum autonome sur l'exploitation.
Donc c'est-à-dire que clairement, je n'achète pas de fourrage, je n'achète pas de céréales. Les protéines, ce que j'ai besoin, je le produis sur l'exploitation. La seule petite entorse que je fais, c'est je fais aussi un petit peu de cochon en engraissement pour la vente directe. Donc je produis mon aliment, mon triticale poids, et c'est pas suffisamment équilibré comme aliment, donc ça ferait des cochons qui seraient beaucoup trop gras. Donc j'achète un petit complément alimentaire que j'achète à la coopérative ProBiolore, qui est donc une coopérative bio, fabriquée avec des céréales locales, qui me permet d'équilibrer la ration, quoi. Voilà. Bon, dans la ration, ça représente une trentaine de pourcents. Le fait que vous produisiez dans votre ferme, j'imagine que pour beaucoup de gens, c'est peut-être un peu une découverte. Ça me fait penser à la restauration. On en a beaucoup parlé il y a quelques temps encore, où finalement, beaucoup de restaurants, malheureusement, je ne cite personne, mais ils vont peut-être se sentir visés, tant pis pour eux, ne sont plus des restaurateurs, mais en tout cas les cuisines ne sont plus des cuisiniers, mais sont des assembleurs, c'est-à-dire qu'ils achètent tout à l'extérieur et puis ils assemblent au dernier moment sur votre assiette. Peut-être que dans l'inconscient collectif, on imagine encore la ferme telle que vous venez de la décrire, alors que pour la plupart, on achète en fait beaucoup à l'extérieur, ce qui n'est pas votre cas. Ah non, 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 oui, c'est un vrai problème parce qu'en plus, tout ce qu'on achète à l'extérieur, bon, déjà d'une part, économiquement, coûte cher, vous incite à produire plus, mais de manière artificielle, pose un certain nombre de problèmes si on parle des produits phytosanitaires sur l'environnement, sur l'eau, sur notre santé. Sur tout ce qui est engrais, c'est bien souvent des produits finis et des produits qui ne sont pas renouvelables. Donc, par exemple, les phosphores, les phosphates, tout ça, on prélève ça dans des zones souvent en détruisant l'environnement, et il y a un moment, on sait que tout ça s'arrêtera. Voilà, on est sur des stocks finis, quoi. Alors, est-ce que ça veut dire, Michel François, que vous n'engraissez pas vos cultures, vos terres En fait, je me sers de la complémentarité entre l'élevage et les cultures. Typiquement, je prends le fumier des animaux, je le composte, et ce compost, je le mets sur les cultures, quoi. Alors ça, c'est un des principes, mais ensuite, il y a la rotation qui est importante, les alternances entre l'herbe et les céréales qui jouent, et puis voilà. Puis après, avec tout ça, on prend ce que la terre nous donne. Michel François, l'agriculture biologique aujourd'hui en France, en Europe, c'est très réglementé. Vous êtes soumis à des cahiers des charges, vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne décidez pas d'être bio parce que ça vous fait plaisir. C'est un cahier des charges extrêmement strict. On peut faire deux choix différents. C'est-à-dire qu'on peut travailler en agriculture biologique sans être certifié. Et à ce moment-là, c'est un choix personnel, mais vous n'aurez pas le logo AB sur votre exploitation. AB pour agriculture biologique. Voilà, tout à fait. Ou la feuille, c'est le logo européen. Ou alors on décide d'être certifié qui est mon cas, puisque je fais de la vente directe. Beaucoup de consommateurs ont besoin d'être sûrs dans le monde de mensonges dans lequel on vit, ont besoin d'être sûrs de ce qu'ils ont. Donc moi, je me fais certifier. Et ça consiste, oui, c'est un cahier des charges européen à respecter. Et donc moi, j'ai deux contrôles dans l'année. Un, au cours duquel la personne qui me contrôle me prévient, elle me dit voilà, on prend rendez-vous, je viens tel jour, elle contrôle toutes mes factures, tous les enregistrements sanitaires. C'est pour vérifier que vous n'achetez pas ailleurs. Tout à fait. Et que si on achète ailleurs, la denrée qu'on achète est bien biologique. Voilà, c'est ça. Et donc... et un deuxième contrôle qui a lieu, mais qui se fait de manière inopinée. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes en train de travailler sur la ferme et vous voyez le contrôleur qui débarque, qui arrive, dit oh, coucou, c'est moi, je viens voir si tu fais bien les choses. Et donc on fait un tour dans la ferme, on va voir les parcelles, voir si ce que j'ai déclaré est bien ce qui existe dans les parcelles. S'il n'y a pas de sang d'engrais chimiques. Voilà, s'il n'y a pas, un bidon de produits chimiques. Voilà. Mais là, pas de souci, de toute façon, les choses sont claires. J'imagine que le bio, c'est aussi un état d'esprit. Bien sûr, il y a probablement aussi des opportunistes, des opportunités. Mais globalement, c'est quand même d'abord un état d'esprit, non ? Bien sûr. Ah oui, de toute façon, comme dans tout, on ne va pas dire que c'est le monde des bisounours non plus. J'imagine bien, comme vous le dites, Eric, qu'il y a certains qui essayent peut-être de truander, mais les contrôles sont justement faits pour éviter tout cela. Et il y a des contrôles en ferme, mais il y a des contrôles aussi chez les transformateurs, chez les distributeurs. Il y a des contrôles matières qui permettent à certains moments, si certains essayent de truander et de faire passer du non-bio pour du bio, on détecte les produits chimiques et à ce moment-là, les lots sont déclassés. Bon, ça arrive rarement, mais ça arrive. Vous disiez, Michel François, que votre production est certifiée. J'imagine que ça a un coût. Et est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête ? C'est-à-dire que vous, en tant que paysan bio, vous devez payer et vous soumettez un cahier des charges strict pour prouver que vous faites bien les choses, pour permettre aux consommateurs de vous identifier, alors que peut-être, allez, on ne va pas se mettre mal avec vos voisins, mais vous avez peut-être bien sûr des collègues qui, eux, sont dans l'agrochimie, qui déversent des produits, etc., et qui, eux, n'ont rien à dire, n'ont rien à payer. Oui.
Alors c'est vrai que oui, si on se place. Il faudrait que ce soit l'inverse à la Oui, limite, tout quoi. à fait. Si on se place strictement du point de vue du contrôle et de la certification, c'est effectivement le cas. Après, moi, je me libère aussi de certaines contraintes en faisant ce choix-là. C'est-à-dire que n'utilisant pas de produits chimiques ni d'engrais, pas d'armoire de stockage de produits phyto, j'ai pas de bac de rinçage pour mon pulvé ou tout ça. Je sais que les collègues ont des contrôles là-dessus. Ils continuent à faire ce choix-là. Moi, j'ai fait un autre choix, mais avant, j'ai aussi été dans ce modèle-là et j'ai voulu en sortir parce que je ne voyais pas comment je pourrais continuer à travailler comme ça. Enfin, je veux dire, ça ne correspondait plus à ma conscience, quoi. C'était plus possible. Mais je désespère pas que bien d'autres fassent le choix. 1, 2, 3. When you feel ashamed, go to the river. When you're feeling sad, go to the river. When you're feeling blue inside, immersed and tied. When you're feeling stuck in pain, forever. Go, 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 go tonight. You sigh and sigh and sigh. You long for more, more of the life you had before. Let the seasons arrive and die. Let the winter snow and blow, blow, and the wind will blow. Just flow, flow. Eventually you will know. Go, 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 when you're feeling bad, go to the river. When you're feeling mad, go to the river. When you feel it blows your mind, 'cause you can't find. When you feel you're going blind, you can't deny. I say go, go, go with the river flow. You hide, 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 hide. The river gets wide, I flow, go, go with everything you know, know. All you've carried inside, side, side. Let the water run, wind, don't fight, fight, fight. The river is right, let go, go, go. Eventually you will grow. When you feel you lose your mind, they let you slide. When you feel you go insane, they let you die. Go, go, the river will know. Blow, blow, the river will blow. Go, go, the wind will sigh. Blow, blow, the leaves can die. Go, go, and the seeds will grow. Blow, blow, the river will slow. Go, go, and the years go by. Blow, blow, if the river go. Go, 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 no soul, no try, try, fly, fly, never try, high, high, low, 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 we shall for the tide, tide, ride, ride, hold your feeling inside, side, 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 the river, jai, jai, slow, 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 the wind will slow, slow, no, 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 with everything you go, whatever comes, go, 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 the river goes, go, side, 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 and the years go by, and so, the leaves will fall, but more, you won't even know, just go, 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 the river goes, you can't decide, till the river gets wild, you know, but there's no side, side, eventually you will find, go, 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 Durablement vôtre, Eric Mutschler. Michel François, paysan bio à Éplis, c'est à l'est de Pont-à-Mousson dans votre bâtiment. On a parlé des limousines, de votre élevage, de la dimension bio. Alors également le chien, c'est son activité, hein, il aime bien tenir Il aime compagnie bien les vaches. Border Collie. Michel François, la partie élevage, mais la partie culture cette fois-ci. Oui.
Les cultures sur l'exploitation, ça représente. Alors ça a varié un petit peu. J'avais une trentaine d'hectares, j'en ai plus qu'une vingtaine à cette heure-ci. C'est des choix de remise en herbe. Et puis peut-être qu'à un moment, ça bougera dans l'autre sens. Mais à cette heure-ci, c'est globalement quatre types de cultures différentes. Il y a le blé, qui est donc un blé qui est cultivé pour faire du pain, du blé panifiable. Ensuite, un triticale pois, qui lui sert principalement à l'alimentation des cochons et aussi un peu à l'alimentation des vaches. Ensuite, en troisième culture, il y a une orge, donc il y a une orge fourragère, qui sert également à l'alimentation des vaches. Et puis, je bricole un petit peu une cinquantaine d'arts de lentilles, qui là est pour l'alimentation humaine et que je vends en vente directe sur l'exploitation. Alors précisément, puisque vous évoquez la vente, Michel François, comment vous commercialisez aujourd'hui ? On va avancer un petit peu parce que le chien commence à nous parasiter. On avance. La commercialisation, il y a deux types de commercialisation. Il y a la filière longue et la filière courte. Donc classiquement, une partie des animaux partent. Je vends à des marchands de bestiaux ou à la SICA Limousine, donc qui est une structure qui avait été créée par des paysans qui travaillaient uniquement avec de la race limousine. Et ça, c'est une partie des choses. Et l'autre partie, c'est de la vente directe sur mon exploitation. Donc, il se trouve qu'on a investi dans un petit atelier de découpe. Et donc, on découpe les animaux sur l'exploitation. Donc là, à ce titre-là, on fait une dizaine de bêtes par an sur l'atelier de découpe, plus les cochons, qui représentent, suivant les années, aux alentours d'une cinquantaine de cochons valorisés sur l'exploitation. Qu'est-ce que ça représente, Michel François, entre la vente directe et la vente, qu'on dirait comment, indirecte, la vente longue à travers, j'imagine, des grossistes, etc. En termes de pourcentage? Alors là, Eric, vous me posez une colle, j'ai jamais trop regardé, mais je vends à peu près une dizaine de vaches en filière longue, une dizaine de genisses en filière courte. Et ensuite, il y a tous les mâles que je ne valorise pas sur mon exploitation qui partent en filière longue. Donc il y a à peu près 20-25 mâles qui partent en filière longue. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Michel François, que aujourd'hui on parle beaucoup précisément des circuits courts, est-ce qu'on pourrait imaginer que la ferme fonctionne uniquement en circuit court? On peut l'imaginer, il faudrait la faire évoluer dans ce sens-là, parce que finalement, c'est des marchés qu'on maîtrise beaucoup plus que les marchés extérieurs, même si les marchés bio sont relativement stables, à contrario des marchés conventionnels. Mais ça voudrait dire peut-être un investissement supplémentaire dans l'atelier de découpe, ça veut dire faire évoluer la clientèle, ça veut dire peut-être embaucher aussi, et c'est des choses qu'il faut envisager, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience quand même de la part des consommateurs avec toutes les accidents sanitaires qui sont prévisibles, évidemment, puisque tout ça, on le voit venir. Il y a véritablement une prise de conscience de la part des consommateurs. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, la clientèle est prête à faire ce pas de changement finalement de comportement? C'est un changement culturel, voire de paradigme, entre je vais au supermarché, c'est tellement facile, j'achète ma barquette, alors que travailler en circuit court, également du point de vue du consommateur, ça l'oblige un peu précisément à changer ses habitudes. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, Michel François, une prise de conscience et une volonté et puis une transformation réelle du comportement? Disons qu'on le perçoit, et c'est vrai que les gens qui viennent chez nous viennent pour ces raisons-là. Il y a la raison de la proximité, il y a la raison de la confiance dans ce qu'on produit. Moi, ici, j'ai rien à cacher. Des gens qui ne sont pas clients et qui disent bon, on viendrait venir voir, la ferme est ouverte. À la limite, on connaît le prénom de la bête, comment? Ouais, presque. Faut pas leur dire parce que sinon ça va leur faire du mal. Mais oui, presque. Hein, je veux dire, ça c'est tout à fait faisable. Maintenant. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Moi, j'ai fait certains choix et après, on peut pas toujours en permanence râler contre le système si on continue à l'alimenter. Donc, voilà. Si les gens râlent contre la mauvaise qualité de l'alimentation ou quoi que ce soit, eh ben, ils ont ce choix-là. Alors, c'est pas celui de râler, mais le choix d'aller vers des gens qui produisent une alimentation différente. Et bien souvent, c'est moins cher que d'aller acheter de la viande en supermarché, et puis avec une qualité extrêmement différente.
Alors on s'approche doucement, on les entend du poulailler, Michel François, mais ça je crois, c'est l'activité de votre maman, c'est l'occupation, parce que quand on est paysan, on est définitivement paysan. Hein, donc ça, vous m'expliquez que c'était pas, ça fait pas vraiment partie de votre exploitation à vous. Non, c'est dans la ferme parce que de toute façon, voilà, mes parents habitent à côté et puis ma mère a toujours fait des poules et puis je reconnais qu'on est quand même bien content d'en manger aussi de temps en temps. Et puis on a les œufs aussi qu'on consomme régulièrement. Donc oui, je vois pas la ferme sans poules. Après, c'est ma mère qui s'en occupe. Voilà, je ne peux pas être partout. Après, j'imagine que celles-là, pour le coup, et c'est peut-être dommage, ça ne vaut pas, elles ne sont pas certifiées, ces poules-là, mais j'imagine qu'elles sont élevées absolument dans le même esprit. Tout à fait, oui, c'est exactement pareil. Après, l'installation n'est pas forcément bien adaptée, quoi. Il faudrait qu'on arrive à avoir un plus grand parc, qu'on puisse faire un espèce de pâturage tournant pour les poules, qu'elles aient de l'herbe à volonté à portée de bec, et puis qu'elles puissent gratter, se nourrir en protéines avec les vers, avec tout ça. Donc il faudrait qu'on améliore le système. Mais bon, voilà, c'est déjà de la très très bonne qualité. Je peux vous en parler parce que j'en mange. Donc. Et alors, on est passé aussi devant l'enclos à cochons. En voilà un d'ailleurs. Ça, c'est une production, une production, j'aime pas trop le terme quand on parle d'une ferme bio, parce que c'est pas tout à fait l'expression. Voilà, plutôt une activité annexe ou complémentaire ou faisant partie intégrante, Michel François, de votre exploitation, de votre ferme plutôt. On peut parler que c'est une activité, oui, c'est une activité qui fait partie de la ferme. Eh ben, disons qu'elle elle permet d'alimenter l'atelier de découpe et donc de satisfaire d'autres envies des clients qui viennent nous voir. Et puis en plus, je suis capable de produire l'alimentation, enfin tout partie de l'alimentation qui va nourrir les cochons, quoi. Non, c'est une production que j'aime bien. Et puis les gens sont très très contents en fait de pouvoir remanger du cochon fermier comme certains avaient pu en manger avant. Voilà, c'est pas du petit porc charcutier de 80 kg avec plein d'eau dedans, c'est du porc qui fait entre 110 et 120 kg de carcasse, avec un petit peu de gras, avec des bonnes côtes bien grosses. Là, je ne sais pas à quelle heure les gens écoutent l'émission, mais ça va presque donner envie. En même temps, Michel François, quand on est dans la bio, c'est parce que probablement on a aussi un peu une sensibilité, même certainement une sensibilité à l'environnement, aussi au bien-être animal. Vous parlez d'atelier découpe. Est-ce que c'est facile déjà d'envoyer ces animaux à l'abattoir, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas abattus sur place, et puis après de les découper, hein. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Oui, alors je vais vous répondre de manière assez lâche en fait. Les animaux, on essaye de les élever le mieux possible, enfin qu'ils aient une belle vie pendant le temps qu'ils passent sur la ferme, de les respecter le plus possible. Donc ça, pour moi, c'est déjà très important. Et après, quand je vous disais on est assez lâche, en fait, c'est que c'est pas nous qui les tuons, quoi. Donc on les fait monter dans le camion, ils partent à l'abattoir et on confie le geste à quelqu'un d'autre qui fait ça toute la journée. Et je pense que pour lui, ça ne doit pas forcément être facile. Peut-être même le simple fait de les faire monter dans le camion. Oui, voilà. Alors les cochons, un petit peu moins, parce que on les a beaucoup moins longtemps sur l'exploitation, mais moi je leur parle, je leur dis, souvent je leur dis merci, quoi, de ce qu'ils vont faire. Après les vaches, c'est des fois un peu plus difficile parce que certaines passent 10, 15 ans sur l'exploitation, et donc il y a quand même, voilà, c'est des gens, enfin c'est des animaux avec qui on passe énormément de temps, et donc oui, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a pas un petit passement au cœur quand même quand on les monte dans la... Alors vous avez l'honnêteté d'avouer votre lâcheté, vous avez le courage d'annoncer votre lâcheté, Michel François. En même temps, le consommateur aussi, et on sait bien que la barquette est faite pour ça, hein. C'est éviter au maximum de faire le lien avec l'animal vivant, mais nous sommes... il y a bien sûr les mouvements et les végétariens et les véganes, etc. Après, ce sont des choix individuels et... Bon, on va pas refaire le monde, hein, mais... Non, mais je respecte, il n'y a pas de souci. On mange des animaux. Alors, puisqu'on en est là, et vous évoquiez votre atelier de découpe, qui est d'ailleurs pas très loin des cochons, je ne sais pas s'ils sont au courant. On va jeter un œil, Michel François. Oui, on y va.
décrivez-nous ce qu'on voit. En fait, on dit atelier de découpe, c'est juste des tables en inox, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'ancienne laiterie, puisque mes parents ont fait du lait jusqu'en 83. C'est l'ancienne laiterie qui était déjà carrelée sur les murs et par terre, qui a été transformée en salle de découpe. On y a adjoint une chambre froide à côté, et puis des tables en inox, un hachoir, un évier, un endroit pour se désinfecter les mains, une douchette pour renettoyer l'ensemble une fois qu'on a fini de s'en servir. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez simple, et donc qui est contrôlé 2 fois par an par le laboratoire vétérinaire départemental qui vient faire des analyses ici pour garantir aux gens la qualité bactériologique de l'atelier, quoi. Michel François, est-ce que la ferme sur laquelle vous êtes installé reçoit des enfants, alors au-delà des consommateurs qui viennent en circuit court, parce que on voit là du lard par exemple qui pend, je pense aux enfants parce que moi j'ai eu la chance d'être petit-fils de paysan, donc on a connu tout ça, vous parliez de vélage à 10 ans, et puis les cochons, et puis les boudins qui qui séchaient, on a connu tout ça, c'est-à-dire que on a toujours fait le lien direct entre la vache ou le porc et puis ce qu'on mange. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que eh bien, les enfants sont totalement déconnectés de cette réalité-là et que finalement ne font pas forcément le lien entre les animaux et le lard qui pend? Complètement, sans vouloir vous vieillir, Eric, mais vous faites partie d'une génération et les gens qui vous ont précédé, qui étaient, parce que finalement on n'a pas beaucoup d'écart, mais qui vous ont précédé et qui m'ont précédé, qui étaient une population extrêmement rurale, quoi. Donc qui connaissaient ça, énormément de fermes dans les villages, ou même de gens sans être agriculteurs élevaient des cochons. Avec l'odeur qu'il y a avec l'odeur qu'il y a dans les villages, c'est tout à ça fait. sentait les fermes. Élevaient des poules, des lapins, même sans être paysans, et ils savaient très bien à quoi étaient destinés ces animaux, et bon, eux, contrairement à moi, étaient moins lâches et tuaient eux-mêmes leurs animaux. Donc tout ça se perd, et c'est vrai qu'on perd le lien entre le pourquoi on élève l'animal et ce qu'il devient après, quoi. Alors après, comment faire pour recréer ce lien? Il faut, moi j'envisage des projets sur l'exploitation où peut-être faire venir des gens un peu plus ici, voilà, transformer l'exploitation de manière différente, qu'elle soit un peu plus pédagogique, et puis aussi expliquer aux gens que entre ne plus manger de viande, on parlait tout à l'heure des végétariens, moi je respecte totalement, c'est des choix individuels et je comprends parfaitement les motivations de leur choix, et puis consommer énormément de viande, ça c'est un autre choix, un abus de protéines. il y a peut-être un juste milieu à trouver, et surtout ce qui me paraît très important, c'est de quelle manière on produit la viande et de quelle manière on respecte les animaux derrière. Là, on évoque le bien-être animal. Bien-être animal et qualité du produit. Donc il faut de ce point de vue-là changer aussi notre manière d'élever les animaux, quoi. Voilà. En même temps, Michel François, quand on vous entend, vous avez un discours de vrai paysan, avec tout le respect que l'on doit à ce mot, qui est un mot noble, qui évoque justement l'enracinement dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quasiment 2 discours aujourd'hui? D'un côté, les paysans bio et peut-être la mouvance Confédération paysanne, etc. Et puis en face, ceux qu'on entend beaucoup actuellement, qui sont dans la rue, qui déversent du purin, qui se font entendre avec grand renfort de tracteurs qui bloquent la chaussée. J'évoque bien sûr l'agriculture portée par la FNSEA. Est-ce qu'il n'y a pas un peu 2 modèles très différents? Est-ce que ça s'affronte? Est-ce que ça se confronte? Comment ça se passe? Oui, pour le moment, c'est plutôt deux modèles qui s'opposent et qui s'affrontent. Moi, je le regrette. Je pense que l'agriculture biologique peut servir de guide à beaucoup de paysans, sans forcément faire le choix de passer en bio, mais de faire des choix différents et de rentrer dans des systèmes complètement différents où inévitablement ils vont se retrouver beaucoup mieux économiquement, et puis plus en phase avec eux-mêmes, parce que finalement tous ces gens-là à cette heure-ci qui manifestent comme vous le dites, tout ça vient d'une souffrance et d'un manque de reconnaissance, de problèmes économiques, de difficultés qu'ils peuvent avoir sur l'exploitation. Donc moi je leur en veux pas, et je les invite, et c'est ce qu'on fait à travers nos syndicats, on les invite aussi à venir voir un petit peu ce qu'on fait, et voilà, moi je suis pas un ayatollah de l'agriculture biologique, mais
peut-être que éventuellement, si on n'a pas envie de passer en bio, il y a peut-être quelque chose qui y ressemble et qui serait déjà peut-être un bon pas vers un autre monde. Pour autant, d'où provient cette fracture? Est-ce que, à un moment donné, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses? Est-ce qu'on est bio, voilà, comme on est lorrain, par exemple? Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est une prise de conscience? Non, je crois clairement que c'est une prise de conscience. Alors certains l'ont de bonne heure, d'autres l'ont plus tard, et puis il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais non, je crois que c'est une prise de conscience. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à travers les différentes conférences que le CGA ou le GAB, donc les bio de Lorraine. Et alors, les bio CGA, pour Centre de Groupement des agrobiologistes, ou bio en Lorraine, ou le GAB 54, donc qui sont les bio du département. Et on essaye de sensibiliser aussi bien alors les écoles, la société civile en général, mais aussi le monde agricole, à élever un peu leur conscience et à voir l'agriculture d'un peu plus haut, et pas simplement à travers sa fonction de production, mais aussi à travers la fonction qu'elle peut avoir, que ce soit d'un point de vue environnemental ou santé pour les gens, d'organisation sociale aussi, parce que l'agriculture à cette heure-ci, pour moi, se retrouve un peu à l'écart de la société. C'était un pan très important de la société. L'exode rural et la transformation, on est passé finalement d'un mode de production très primaire, et on a glissé vers le tertiaire qui est uniquement du service, et l'agriculture ne compte plus, alors que la faute à qui? Je ne sais pas si on peut mettre la faute sur quelqu'un, j'en sais rien. Les deux, peut-être à la fois, sur toute la chaîne, à la fois les pouvoirs publics, le consommateur, certainement aussi. Certainement, ils n'ont pas su préserver, faire évoluer, mais préserver les valeurs qu'il pouvait y avoir à un certain moment. Parce qu'on a versé dans la facilité et dans l'aveuglement. On a vu les belles choses qui étaient devant nous, mais on n'a pas vu ce qui se cachait derrière. Le miroir aux alouettes. Oui. Et donc pour moi, l'agriculture, c'est quand même l'agriculteur nourrit, produit pour nourrir. Avant d'exporter, vous voulez dire. Avant d'exporter, exactement. Et donc si on pouvait relocaliser les choses et remettre l'agriculture au centre de la société et développer une société autour de l'agriculture, les choses seraient radicalement différentes. On retrouverait un peu de bon sens. Depuis qu'on a lâché prise, on voit de la couleur dans les zones grises. Il y a du bon dans la froidure de novembre. Elle nous permet de nous coller plus ensemble. Sous une couette, tout nu pas de bobette. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. On apprécie les petites choses, trop d'attente viendront de la vie morose. À cette heure-ci, on a le vent d'en face en partant. C'est vers ça, on se bat plus avec ça. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Solo! On se plaint pas quand il mouille, c'est ça qui fait pousser nos plants de citrouille. L'été, on est heureux quand il fait très chaud, car le soleil réchauffe nos cœurs d'artichaut. Comme un je t'aime, veux-tu que l'on s'aime? Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Tant qu'on aura de l'amour, de l'eau fraîche et de l'air pur, un toit et puis 4 murs, ce sera la joie dans notre cour. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Michel François, merci beaucoup pour votre accueil sur votre ferme ici à Éply en Meurthe-et-Moselle, c'est à l'est de Pont-à-Mousson, mais vous êtes un paysan, donc vous êtes quelqu'un de très occupé, bien sûr, même en bio on travaille, et vous me disiez que vous aviez encore des travaux à faire. Est-ce que je peux vous accompagner dans votre tracteur vert, Michel François? Bien sûr, Eric, il n'y a pas de problème. Alors on y va. Alors on est quand même très bien installé. Il faut reconnaître, vous m'aviez prévu. Alors moi j'ai gardé là aussi en mémoire. Je m'aperçois que ça fait très longtemps que je ne suis pas monté dans un tracteur, qui n'a évidemment plus rien à voir avec les Deutz 25 chevaux de mon grand-père. C'est de la haute technologie ça, Michel François. Ah, surtout que celui-là est assez récent. Il y a un mois que je l'ai reçu. Donc bon, c'est un tracteur que j'avais acheté. C'est une occasion récente, quoi. Voilà. Et oui, entre celui que j'avais avant et celui-là, il y a quasiment 30 ans d'écart, quoi. Donc même à moi, ça me fait bizarre. C'est une véritable cabine de pilotage. Ouais. Il est même très design. Vous savez à quoi correspondent tous les boutons, j'imagine, Michel? Je suis en train d'apprendre. Très silencieux, j'imagine, air climatisé, Oui. stéréo, toit Ouais. ouvrant. On peut même écouter RCF dessus ou d'autres radios. Toutes les radios associatives de Lorraine. John Deere, on peut le dire, en vert. Combien ça vaut aujourd'hui un tracteur comme ça? Très cher, très cher. C'est un peu une catastrophe. Enfin, celui-là, sans reprise, il valait 75 000 euros. Voilà. Alors on comprend mieux aujourd'hui peut-être le système, même pas économique, financier, dans lequel les lobbies bancaires, de l'agrochimie, etc., entraînent l'agriculture française, les agriculteurs finalement en les plombant de dettes. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui la crise agricole? Ah ben c'est clairement un des problèmes. Des gens qui ne sont pas autonomes sur leurs exploitations sont dépendants de l'extérieur. Donc en étant dépendant de l'extérieur, vous êtes dépendant de marchés fluctuants aussi bien au niveau approvisionnement qu'au niveau vente. Et donc du coup, vous êtes maître de pas grand-chose finalement. Moi, j'aime bien limiter les choses de ce côté-là. Je suis installé depuis 2000 sur mon exploitation. C'est le premier tracteur quasi neuf que j'achète. Autrement, j'en avais racheté un d'occasion il y a quelques années, il y a 5-6 ans, là, que j'avais payé 17 000 euros, quoi. Donc voilà, je ne fais pas de folie de ce côté-là. J'ai pu faire ça. Bon, j'ai fait des choix différents à cette heure-ci de disponibilité de matériel très polyvalent qui me permettent de tout faire. Parce que moi, pour ainsi dire, sur la ferme, j'ai un tracteur qui fait tout. Voilà. Et j'ai un très vieux tracteur qui fait des petites bricoles, mais celui-là fera tout. En vous écoutant, Michel François, on s'aperçoit que c'est une véritable entreprise et que on est alors j'imagine, enfin quand j'entends comme vous, bien sûr, et j'imagine que ça vous fait hérisser le poil quand on entend l'image du paysan bio, on est dans une vraie ferme et vous êtes un chef d'entreprise. Ah oui, clairement, oui. Non, bah ça, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de différence, hein. Voilà, on fait des choix peut-être avec une conscience différente, mais on doit gérer une exploitation avec toutes les contraintes administratives qu'il y a derrière, et Dieu sait qu'il y en a. Alors, on laisse tourner le moteur pour rien, là, quand même. Hein, allez, on est parti. On y va. Juste, j'espère que le chien est parti. Parce que normalement, il vient avec nous. Et il est à la porte. On va peut-être le faire rentrer... Eric, parce qu'il a tellement l'habitude de venir avec moi dans le tracteur. Voilà. Effectivement, on voit qu'il a l'habitude parce que ah oui. Il vient se loger sous... La tête sur la pédale de frein. Voilà, c'est un chien précautionneux. Et voilà. Et il adore venir avec moi. Et après, je pense à une phrase, vous parliez du coût le coût important du matériel et de l'emprisonnement que ça peut représenter pour un paysan. Et je repense à une phrase d'un homme que j'aime bien qui s'appelle Pierre Rabhi, qui disait « L'illusion, c'est de croire que le tracteur travaille pour vous alors que c'est vous qui travaillez pour le tracteur ». Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et dans les choix qu'on fait au niveau matériel, il faut vraiment avoir une utilité et avoir une certaine cohérence dans l'investissement qui peut être fait pour ne pas se mettre en danger économiquement. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine.
Voilà, c'est une expérience impressionnante. Michel François, dans votre tracteur haute technologie, on est quand même très loin, très très loin de l'image qu'on peut avoir et que certains détracteurs véhiculent dans la presse. Oui, c'est un bond technologique, même pour moi, assez impressionnant. J'imagine. Vous me proposiez, Michel François, de finir cet entretien devant une tasse de café. Ce serait avec plaisir. Ah bah c'est l'heure de ma pause syndicale. Un patron sympa, j'imagine. Allez, on y va. C'est vous, Eric. Alors, on a beau être au mois d'avril, il fait encore un peu frais, il fait encore meilleur dedans quand même. Hein. Michel François, on est là dans la cuisine de votre ferme. Un petit café pour terminer ce reportage dans votre ferme à Éply, en Meurthe-et-Moselle, près de Pont-à-Mousson. Michel François, vous êtes fils de paysan, mais vous n'avez pas toujours été paysan bio. Ah non, exactement. En fait, j'ai travaillé sur la ferme avant de m'installer, donc pendant un certain temps, à la suite à mes études, puis même avant mes études de toute façon, puisqu'on travaille toujours sur la ferme. Souvent dans le monde agricole, c'est comme ça. Et je me suis installé en 2000. Donc la ferme a légèrement évolué pendant cette période-là, notamment avec un peu de croix de troupeau, un peu moins de céréales et un peu plus d'herbes. Donc j'ai fait le choix en 2010 de passer de manière administrative, puis dans les faits sur le travail en bio. Mais c'était une réflexion qui était là depuis 3-4 ans avant, quoi, qui commençait à me... Alors précisément, Michel François, qu'est-ce qui fait que ça germe d'abord comme ça, et puis que ça pousse, et puis que ça, finalement un jour c'est mûr, prêt à être récolté? Comment ça se passe? Il y a déjà certainement une part de rencontre avec des gens qui... on parlait d'élévation de conscience tout à l'heure, donc il faut prendre conscience d'un certain nombre de choses dont vous n'avez pas conscience parce que vous êtes resté sur votre ferme, que vous n'avez pas forcément été voir ailleurs, que vous n'avez pas forcément rencontré les bonnes personnes. Donc voilà, ça s'est principalement fait comme ça. Et puis après, il y a eu un peu le côté économique en me disant, attends, je fais de la moisson, je traite, je mets des engrais. Qu'est-ce qui reste à la fin? Pas grand-chose. Les rencontres que vous évoquez, Michel François, vous en avez faites, vous en avez eu? Ah oui, complètement, bien sûr, oui, tout à fait. Hein. Ça s'est fait à l'occasion de formations, ça s'est fait des rencontres avec d'autres paysans, ça s'est fait des rencontres avec des associations environnementales. Et alors quand on commence comme ça à remettre un peu en cause le modèle, il faut bien dire parental, comment ça se passe quand on discute comme ça à la table familiale? Vous êtes en plein sourire, ça doit vous évoquer des souvenirs, ça, Michel François. Oui, c'était... comment dire, sans dire que mes parents me prenaient pour un fou, mais ils ne comprenaient pas vraiment le choix. Et surtout, au-delà du fait qu'ils ne le comprenaient pas, je pense plutôt qu'ils avaient peur. Que je m'embarque dans quelque chose que je ne connaissais pas, qui était, comme on parlait tout à l'heure, encadré qu'un cahier des charges. Et alors les collègues, parce qu'il y a la famille, mais aussi les collègues. Oui. Qui eux sont dans le productivisme, la quantité, combien tu as fait de quintals cette année, c'est un peu ça quand même, c'est un peu exagéré. Ouais. Comment ça réagit en face et puis comment on le vit? Alors moi je suis plutôt un soumis, donc j'en ai un petit peu rien à faire de ce que les autres pensent à partir du moment où moi j'ai fait le choix et que je sais c'est un choix qui est vraiment d'intérêt général. Donc je sais que je fais le bon choix et ça ne me pose pas de soucis, peu importe ce que les gens en pensent. Après, on a déjà discuté avec pas mal de collègues là-dessus. Bon, certains me disent qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire ce choix-là, que ils ne m'empêcheront pas de le faire, mais ils ne comprennent pas forcément. Quoi. Voilà. Et eux n'iront pas là-dedans. D'autres ont un regard un peu bienveillant en disant finalement ce que tu fais, c'est autre chose que ce que je pensais. C'est pas mal, voilà, comment tu t'en sors? On revient toujours à cette lente maturation de la conscience. Tout à fait. Michel François, est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle à la fois économique et puis, je dirais presque culturel, voire il y a de la philosophie, il y a de la réflexion derrière tout ça, on est obligé d'empêcher que le chat nous empiète en permanence. Michel François, la question bien sûr, est-ce que vous en vivez? Est-ce que vous en vivez bien? Ah oui. En faisant ce choix-là, j'ai sécurisé, en fait, si on parle d'un point de vue strictement économique, j'ai sécurisé mon exploitation. En la rendant moins dépendante du système bancaire. Du système bancaire. On sent un certain plaisir. Complètement, du système bancaire, du
du système agrochimique et puis du système aussi commercial, parce que le système commercial est aussi une composante importante. C'est-à-dire que typiquement la coopérative dans laquelle je vends mes céréales principalement pour faire du pain, donc qui s'appelle ProBiolor, qui est à Château-Salins, est une petite coopérative à taille humaine et qui localise l'emploi sur la Lorraine, qui s'approvisionne en Lorraine, qui vend en Lorraine, qui transforme en Lorraine. Là encore, Michel François, on en parlait tout à l'heure pendant le trajet en tracteur. Alors peut-être un peu trop de bruit quand même pour qu'on puisse enregistrer tout ça. Néanmoins, on se dit, mais c'est pourtant l'évidence, ce modèle-là. Pourquoi l'agriculture française aujourd'hui n'est pas sur ce modèle-là ? Eric, tout à l'heure, vous parliez de maturation de conscience. Je crois qu'on ne peut pas forcer les gens à faire un choix rapide. Il faut que les consciences évoluent, que chacun s'approprie les difficultés de son exploitation et comprenne qu'une autre voie est possible. Alors certains vont le faire très rapidement, en 1 an, et ils vont se dire qu'ils vont avoir un déclic, et d'autres, il va falloir 3-4 ans. La peur fait qu'on rentre dans un système qu'on ne connaît pas forcément, donc on a peur de ne pas le maîtriser. Il y a tout un paquet de facteurs, et puis il y a aussi des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent et qui continuent à entretenir les paysans dans un modèle qui les a servis. De dépendance. Complètement, oui. Michel François, on voit bien votre parcours personnel être passé d'un modèle conventionnel, celui de vos parents, à une ferme bio. J'imagine que ça continue quand même malgré tout à cogiter, à réfléchir. Quelles sont vos propres perspectives aujourd'hui ? J'imaginais pas ça quand je suis passé en bio, mais je me rends compte en fait que pour moi le passage en bio est qu'une étape. Finalement, j'ai transformé une ferme conventionnelle en ferme biologique, donc c'est vrai que je n'utilise plus de chimie, je travaille différemment, j'ai une conscience différente des choses. J'ai envie de faire évoluer le système encore autrement. J'ai pris conscience à l'occasion d'écoutes d'émissions ou de reportages que j'ai pu voir, que finalement 110 hectares, ici c'est une ferme moyenne, mais que dans d'autres situations et en ayant d'autres manières de travailler, c'était un potentiel énorme en termes d'emploi. J'imagine que ça remet en question ça, non ? Complètement, oui. On a évoqué tout à l'heure le système de permaculture qui permettait de sortir un salaire pour une personne et de nourrir énormément de gens sur 1000 hectares, donc 1000 mètres carrés. Donc, et moi, je me dis que j'ai 110 hectares, c'est absolument énorme, quoi. Donc, il y a vraiment... On ne se rend pas compte à ce moment-là, Michel François, et c'est peut-être même un peu violent que finalement, on est dans un système qui quasiment nous manipule. Et il faut avoir effectivement du recul pour pouvoir comprendre le système et le faire évoluer de l'intérieur. Encore faut-il avoir et le temps et la disponibilité d'esprit quand on est 24 heures sur 24 préoccupé par ces échéances bancaires. J'imagine que c'est juste impossible. Est-ce que le nœud n'est pas là finalement ? Moi, je pense que si. Et puis les exploitations sont devenues tellement grosses, il faut tellement en faire plus pour pouvoir gagner sa vie, parce que finalement payer le tracteur. Et payer le tracteur et payer ses échéances. Le paysan à cette heure-ci, il est travailler plus pour gagner moins. C'est un peu ce qu'on peut dire. Donc s'il veut maintenir un peu son salaire, il est obligé encore d'en faire plus, quoi. Et il y a un moment, quand vous en faites beaucoup trop, vous ne pouvez plus sortir la tête de votre exploitation. Et pour arriver à faire des choix différents, il faut impérativement prendre du recul par rapport à tout ça. Alors vous, justement, Michel François, voilà votre activité dans 2, 3, 4 ans. Je suis en pleine réflexion, Eric, et je me pose énormément de questions. Je passerai vous voir, je sens ça. Mais pourquoi pas. Et notamment sur éventuellement le partage du travail, ou les animaux qui me rendent d'une certaine manière aussi prisonnier, parce que c'est une astreinte importante, et qui sont une composante de l'exploitation. Donc comment faire évoluer les choses différentes pour pouvoir me laisser un petit peu plus de temps et puis mettre d'autres choses en place. Pourquoi pas de l'accueil à la ferme, pourquoi pas du partage d'expérience, des choses comme ça. Ça continue à réfléchir en somme. Tout à fait. Merci infiniment, Michel François. Merci à vous, Eric. Pour cet accueil sur votre ferme à Éply en Meurthe-et-Moselle à côté de Pont-à-Mousson. Je vais vous laisser travailler quand même, parce que même un paysan bio, ça travaille.